On converge vraiment vers une industrie qui est absolument, influencée par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Siemens a toujours su soit être un des pionniers ou accompagner ces révolutions. Au début, c'était transformer le quotidien, grâce à la technologie. C'était beaucoup du réel, donc nos moteurs, nos automates et tout ça. Maintenant, on combine le monde réel avec le monde digital. La logique de Siemens, c'est de créer des digital threads, donc des fils digitaux. Tu peux simuler des usines entières, même avant de les construire. Et après, maintenant, on essaie d'utiliser l'IA pour tester ces informations en réel, en fait. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc-André et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hypertransformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hypertransformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le 7e épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Doris Bierkhofer, présidente de Siemens France et CEO de Siemens Smart Infrastructure France. Je suis ravi, Doris, de t'avoir à ce micro. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, est-ce que tu vas bien? Très bien. Et toi? Parfaitement bien. Doris, tu es franco-allemande, née en Bavière en 1973. Je précise que c'est une très très bonne année. Et habite en France depuis 2009 après avoir vécu aux États-Unis. Tu as passé toute ta carrière dans l'industrie et occupé des rôles clés, aussi bien stratégiques qu'opérationnels chez Saint-Gobain, Alcoa Arconic et Siemens, où tu as débuté avant d'y revenir en 2014. Tu présides, c'est important, la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Et à titre perso, plus privé, tu aimes le sport en plein air, la littérature, le design, cuisiner en famille, la montagne et le suspense sur Netflix. Siemens maintenant. C'est une vieille dame de 178 ans, dont 175 en France, qui a accompagné toutes les révolutions industrielles des 2 derniers siècles, mais dont l'ADN est toujours de transformer le quotidien des entreprises grâce à la technologie. Du télégraphe à aiguille à l'origine, à l'IA industrielle aujourd'hui. Le groupe, qui s'est séparé d'activités secondaires comme l'énergie, les semi-conducteurs ou la logistique aéroportuaire, n'a plus rien à voir avec le concern bavarois qui fabriquait jadis des téléphones portables ou des réfrigérateurs. Il est devenu un géant de la tech de classe mondiale qui opère dans 3 grands secteurs d'activité, l'industrie, les infrastructures et la mobilité, on y reviendra, et propose des solutions d'automatisation, permet de gérer des réseaux électriques, développe des solutions de maintenance prédictive, etc. Avec l'ambition de doubler de taille dans le numérique et d'accélérer dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la digitalisation des usages. Le portfolio d'activités de Siemens est immense et a 3 finalités: le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité de l'industrie, l'accompagnement de la décarbonation et la transition environnementale des entreprises, et enfin la sécurisation des infrastructures critiques industrielles et électriques. En termes de chiffres, Siemens réalise quelques 79 milliards d'euros de chiffre d'affaires, emploie 318 000 personnes dans le monde et truste la première place en Europe, ça je l'ai appris, dans le dépôt de brevets lié à l'IA. Enfin, Siemens France, que tu présides depuis 2021, c'est plus de 6 300 collaborateurs et 500 alternants, 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 sites industriels, 21 sites d'ingénierie, dont 15 à composante R&D, 2 centres de formation, une cinquantaine d'agences locales, 20 000 clients et plus de 7 000 fournisseurs. Et dernier chiffre,
qui permet de mesurer la puissance du groupe dans l'Hexagone. Une usine française sur 2 bénéficie d'équipements Siemens. Est-ce que tout est bon? Ton portrait et la présentation du groupe, est-ce que je me suis trompé ou est-ce que tu as des corrections à faire? Pas du tout, c'est parfait le résumé et merci. Non, c'est tout à fait correct et je pense, une des phrases les plus importantes parmi celles que tu as mentionnées, c'est justement la mission de Siemens, de transformer le quotidien, pas seulement des entreprises, mais vraiment des citoyens, heu, partout dans le monde grâce à la technologie. Ça a l'air un peu prétentieux peut-être au début, mais si on y réfléchit, c'est pas si mauvais, comme mission parce que on est vraiment un peu dans le quotidien sans que, voilà, toi et moi, on s'en aperçoive forcément. Je sais pas ce que tu as mangé ce matin pour le petit déj? Je mange pas au petit-déj. Ah voilà, bah, si tu en C'était avais très mangé c'est très mauvais, mais je devrais le faire, mais c'est pas le cas. si tu en avais mangé, voilà, si par exemple, si tu avais mangé un yaourt, il y a une forte probabilité que ce yaourt a été fabriqué sur une ligne de production qui utilise les technologies de Siemens. Je ne sais pas si tu aimes le sport, mais tu aimes la musique, n'est-ce pas? Et donc, partout en France et dans le monde, on équipe énormément de stades, avec nos technologies pour gérer la performance énergétique, mais aussi pour la sûreté. Et enfin, tu m'as dit que tu as pris le métro ce matin. À Paris, par exemple, une bonne partie des métros est automatisée par les technologies de Siemens et sans qu'on s'en aperçoit, vraiment, on est un peu dans le quotidien. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé à l'époque cette pub d'Intel qui est Intel Inside, si tu te souviens. C'est un peu ça, c'est Siemens Inside devant, après, debout, en dessous, au-dessus, donc c'est un peu ça. Mmh. Oui, c'est en vérité, c'est du B2B2C, c'est-à-dire que vous travaillez Exactement, pour des entreprises qui travaillent après directement exactement. pour des consommateurs. Ma première question, Doris, vise un peu à lancer notre discussion qui durera à peu près 1 heure. Je voudrais savoir quelle est pour toi, très sommairement, la définition de l'hypertransformation de Siemens? Alors, tu l'as dit aussi, Siemens a accompagné toutes les révolutions industrielles depuis, notre, création il y a 178 ans. Siemens à l'époque, était un des pionniers au Werner von Siemens de l'électrification, aussi à Paris par exemple. Les premiers éclairages à Paris, c'était, voilà, des technologies Siemens et donc c'est ça, Siemens a toujours su soit être un des pionniers ou accompagner ces révolutions et donc aujourd'hui, nous sommes en termes de révolution industrielle, entre la quatrième et la cinquième révolution, donc tout ce qui est industrie 4.0, maintenant on converge vraiment vers une industrie qui est absolument, influencée par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Pas que l'IA, parce qu'on souvent on ne parle que de l'IA, mais il y a d'autres technologies absolument, fondamentales comme les jumeaux numériques, la simulation, le edge computing Le quantique. et le quantique, toutes ces technologies et donc Siemens s'inspire donc de ce qu'elle, voit autour d'elle et être vraiment, être de façonner, ces nouvelles révolutions. Donc pour nous, au début, c'était transformer le quotidien, grâce à la technologie. C'était beaucoup du réel, hein, donc nos moteurs, nos automates et tout ça. Maintenant, on combine le monde réel avec le monde digital, avec toutes ces technologies que je viens de mentionner. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, tu le disais à l'instant, Siemens se définit comme le champion de l'IA industrielle qui entend connecter les mondes réels et virtuels. Ce qui est une différence par rapport à avant où il n'y avait pas le côté virtuel, de l'économie ou de l'industrie. Ça veut dire quoi concrètement? Et là, je voudrais que tu nous donnes quelques exemples pour bien comprendre. Déjà, peut-être pour faire un constat, en fait, en Europe, il y a une disparité en termes d'adoption, des nouvelles technologies. Commençons avec le taux de robotisation, hein, la moyenne en Europe est autour de 290 robots par 10 000 collaborateurs. C'est le KPI qu'on utilise pour le mesurer. La France est à peu près 20 en dessous de la moyenne. L'Allemagne, à peu Au-dessus. près le double de la France. Et Après je crois qu'Allemagne est à peu près au même niveau, un peu moins que la Chine, Alors qui est le champion de la la Chine robotisation. nous a rattrapés et voilà et ça, c'est le danger parce que, bah, il y a encore 20 ans, c'était tout à fait différent et les États-Unis sont entre, je dirais la moyenne européenne et l'Allemagne. Donc on pense toujours que les US, ils sont voilà, parce qu'on pense beaucoup toujours au Silicon Valley, aux GAFA, mais tout ce qui est industriel, en fait, Mmh. ils sont pas, voilà, par exemple, déjà encore au niveau de l'Allemagne et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on doit vraiment intégrer. Le deuxième sujet, en termes d'IA, le taux d'adaptation de l'IA est aussi très différent, dans les différents pays
Et on voit une très grande disparité entre les grands groupes et les PME qui ont du mal à adapter ces nouvelles technologies. L'année dernière, il y avait un sondage qui a été fait lors du Salon Global Industrie par Ipsos. On a demandé aux entreprises quelles sont vos priorités en fait. 10 critères. Critère 1, c'était satisfaction client. Critère 2, compétitivité. Et il y avait une question sur l'IA. Quelle est l'importance de l'IA pour vous? C'était l'avant-dernière place. Le critère qui était encore pire, c'était la diversité et l'inclusion. On en parlera peut-être après. Donc ça montre que les Il y a entreprises un travail de pédagogie à faire n'ont encore, pas encore compris que l'IA est un levier très en termes de important de compétitivité. compétitivité et de satisfaction client. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de solutions, surtout pour les PME, il faut des solutions qui sont très simples à implémenter, plug and play presque. Exemple, on a une solution qui s'appelle Inspecto, qui permet de faire du contrôle qualité grâce à l'IA. Dans le passé, par exemple, le contrôle de batterie, hein, batterie de véhicules électriques, on vient d'en parler, il fallait le faire de façon visuelle par l'humain. Maintenant, tu peux le faire avec l'IA très facilement. En quelques heures, tu peux programmer une IA qui permet de faire ce contrôle qualité. Et après, tu as un taux de précision qui est plus élevé que le taux d'un être humain. Autre sujet, un sujet très important dans La maintenance l'industrie, c'est la prédictive, maintenance. la C'est la maintenance. maintenance prédictive. La maintenance en général, les pannes, ça crée des coûts énormes. Et nous, on a une solution qui s'appelle SenseEye, qui permet de faire de la maintenance prédictive. Que fait SenseEye? Prend toutes les données qu'on trouve dans l'entreprise par des capteurs, la température, Et en temps les réel sur les chaînes de production. en temps réel. Après, peux le croiser avec des données externes, les températures, tout ce qui est important pour toi, en fait. Et après, elle te fait des prédictions. Est-ce que est aussi très important que l'opérateur de la machine que parler avec cette IA dans son langage naturel. C'est comme un copilote. Et comme ça, et on voit chez des clients, ça permet de baisser les pannes, de réduire les pannes non prévues de plus de 50%. Donc, ce sont des économies immédiates, sont des solutions que même une PME peut implémenter facilement. Et ce qu'on essaie aussi de montrer à Global Industries, qu'il y a des solutions plug and play relativement simples à implémenter. Après, Ça, c'est pour les PME, ça, et surtout. bien sûr, aussi pour les grands groupes, mais je veux dire, ceux qui sont le plus frileux d'adopter ces nouvelles technologies, ce sont les PME. Et juste un autre sujet qui me semble primordial, qui est souvent sous-estimé, et c'est vraiment le nerf de la guerre de l'histoire, c'est la donnée. Hein, tu vois, une IA, c'est comme un super brain. Si tu ne nourris pas l'IA, les modèles de langage avec des informations, elle va rester bête. Donc, aujourd'hui, on sait que seulement 20% des données dans l'industrie sont structurées pour être utilisées. C'est Et énorme. donc l'enjeu, c'est d'aller capter, Exactement. d'utiliser les non pas forcément les 80 restants, mais une partie de ces 80, de les implémenter dans les process intelligents, notamment à travers les jumeaux numériques, pour pouvoir améliorer la maintenance prédictive, comme tu le Ouais. disais, le contrôle qualité. Je pensais même à la gestion des stocks. Non, mais tout. Tu peux l'utiliser tout au long de la chaîne de valeur, et c'est ce que Siemens fait. En fait, la logique de Siemens, c'est de créer des digital threads, donc des fils digitaux qui te permettent d'implémenter toutes ces nouvelles technologies pour adresser les différents enjeux. Par exemple, le PLM, donc c'est le développement du produit. On utilise nos jumeaux numériques pour simuler. Donc, tu peux simuler des usines entières, même avant de les construire. Et après, maintenant, on essaie d'utiliser l'IA pour tester ces informations en réel, en Bah, fait. ça, on va parce que là, tu es en train de me détruire tout le conducteur Ah, que j'ai désolée. prévu pour Bon, ma OK. mais c'est pas grave, on y Bien. reviendra. Tu Mais sais, je là suis tellement passionnée par le sujet. mais par exemple, avec les jumeaux numériques, on parlera de PepsiCo parce que justement, tu parles des résultats. Il y a des résultats qui sont assez fondamentaux pour PepsiCo. Mais je vais remonter un petit peu d'une brique. Votre slogan, c'est aujourd'hui, votre nouvelle stratégie, c'est One Tech Company. Heu de mon poste d'observation, j'ai l'impression que c'est plus un changement de philosophie majeur qu'une véritable restructuration, mais ça induit une réorientation business forte et des cessions d'activités importantes. Est-ce que tu peux un peu nous définir cette stratégie et quel est l'impact en matière de transformation que ça a pour Siemens en interne? Pour ceux qui sont dans le groupe, dans tous les grands groupes, on a l'habitude des réorganisations et des changements et tout ça. Pour moi, c'est quand même, comme tu l'as dit, un changement fondamental parce que, encore une fois, aujourd'hui,
la possibilité, grâce aux nouvelles technologies, de travailler différemment ensemble, n'existait pas il y a 10 ans, 20 ans et c'est ce que Siemens essaie de faire. Il y avait une session qui m'a énormément marquée, c'était en fait, la visite de Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, il y a 3 ans à la Siemens Business Conference. Donc Roland Busch, qui est très proche de Jensen Huang, l'a invité et donc il nous a partagé sa vision des choses. Il a dit à Roland Busch: «Écoute, Roland, you're not only CEO, but you also have to be the chief digital data officer of your company, the chief data officer. Donc là, en fait, les données, c'est plus une question du département IT, c'est vraiment le sujet que chaque CEO doit s'emparer. Parce que vous êtes assis sur une mine d'or, vous en tant que Siemens, avec en France une usine sur deux, dans le monde une usine. Vous avez une base installée, un accès à des données énormes et il faut leverager ces données. Donc maintenant, ça sont des données chez nos clients, mais on a aussi énormément de données internes. Et ce que le groupe essaie de faire avec ce One, c'est de structurer toutes nos données dans les différents domaines, les fonctions, les business, afin de pouvoir les exploiter différemment. Et tout ça induit un changement culturel, peut-être aussi un changement de la façon de laquelle on travaille ensemble dans l'entrée de nos clients, mais aussi de la façon de laquelle on conçoit nos technologies. Tu sais, on est organisé par business unit. Maintenant, on essaie de plateformiser beaucoup, beaucoup plus nos technologies de base afin de permettre une user experience harmonisée entre nos différents produits, solutions et autres. Donc, c'est vraiment ça, cette approche One, c'est une approche philosophique de collaborer différemment, mais facilitée par la possibilité d'exploiter les données différemment. Et comme conséquence, ça veut dire de se recentrer plus sur ce qu'on peut appeler une numérisation industrielle, quitte à se délester de certains secteurs sur lesquels vous étiez très fort avant, mais qui vont être de manière plus transversale. Je pense notamment à l'automobile ou au marché domestique, en Allemagne. C'est-à-dire qu'on est sur une logique qui est beaucoup plus internationale, qui est beaucoup plus transversale et moins en business unit comme tu le disais juste à présent. Là, notre savoir-faire, c'est quand même aussi d'avoir une domain expertise assez développée dans l'industrie, dans les infrastructures, dans la mobilité. Donc l'idée, c'est de le maintenir, mais au lieu de développer, 25 user interfaces différentes, il y en a une et après chaque Elle business est unit adaptée dans chaque business. l'adapte OK. à son secteur d'activité. Mmh. Alors tu le disais, l'avenir de Siemens, ce sont les jumeaux numériques. Ces répliques virtuelles qui permettent une conception des tests, une optimisation plus rapide. C'est le sens de votre partenariat, tu le disais encore, avec NVIDIA pour transformer chaque usine, chaque entrepôt, chaque ligne de production en une opération numérique autonome permettant de reproduire finalement le physique. C'est le sens aussi de vos dernières acquisitions chez Siemens. Je pense à l'américain Altair en 2024 pour 10 milliards de dollars ou Domatix plus récemment pour 5 milliards. Comment fonctionnent concrètement ces jumeaux numériques? Comment est-ce qu'ils transforment, les process industriels? Là encore, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Je le disais tout à l'heure, je pensais à PepsiCo parce que quand j'ai préparé, notre conversation, j'ai vu des résultats pour PepsiCo qui sont assez significatifs de ce que l'implantation de jumeaux numériques a permis de faire en termes de process de production. Chez PepsiCo, c'était beaucoup dans leurs entrepôts où on a simulé en fait la façon dans laquelle on optimise les entrepôts. Alors, sur le partenariat avec NVIDIA, c'est un partenariat qui a commencé il y a 5 ou 6 ans avec en fait, ce qui a inspiré Siemens, qui a commencé à créer son univers de jumeaux numériques. Donc un jumeau numérique, c'est une maquette virtuelle qui permet en fait voilà, C'est une reproduction. de répliquer, de reproduire le monde réel et en fait, la vision était de se dire: «Ah bon, c'était sur des ordinateurs, c'était comme, tu vois, les jeux vidéo, un peu qu'on a dit il y a 20 ans, mais on voulait quand même permettre aux opérateurs, ceux qui travaillent avec ces jumeaux, d'avoir une expérience beaucoup plus réaliste et donc on a utilisé les GPU, les CPU de NVIDIA qu'on connaissait à l'époque pour des jeux vidéo, pour créer en fait des visualisations vraiment photoréalistes. C'est comme ça que ça a commencé et maintenant NVIDIA a continué à développer ses produits avec les GPU qui sont des puces avec des capacités de calcul absolument incroyables et donc maintenant ce partenariat est étendu et la dernière grande annonce, c'est de créer ce Digital Twin Composer qui consiste à créer en fait, un jumeau numérique avec les différentes, solutions de Siemens. Après, tu utilises en fait les puces de NVIDIA pour créer des visualisations photoréalistes et à cela, tu rajoutes l'IA et l'IA te permet en fait de tester en temps réel avec des données réelles si la simulation qui a été faite,
te permet de faire d'accélérer en fait, l'optimisation avant que tu construises une usine, avant que tu développes un produit et autres. Et ça, c'est en fait Et on qu'on en est qu'au début. et là, on est qu'au début, hein. Mais déjà avec ce qu'on a aujourd'hui, avec des petites briques d'IA, parce que tu as demandé un exemple, on a développé en fait, on a essayé d'optimiser, pour les robots, tu sais, il y a les mains, les pinces qui prennent les objets. Ce sont des objets qui sont très lourds et qui sont pas vraiment optimisés et avec nos outils, on a réussi à optimiser le design, ce que l'humain n'aurait pas même été capable de faire, de manière à ce que, ça en termes d'utilisation de matériel, on l'a réduit de 85 avec des matériaux plus légers, avec des structures beaucoup plus légères et en fait, la consommation énergétique, l'impact, carbone d'un produit se détermine tout au début de sa conception et là, on sait avec Et ça, puis tu accélères le rythme de fabrication aussi, ah, enfin de conception. exactement. Donc tout a ça a un impact absolument énorme et on fait ça sur tout un tas d'objets ou d'usines qu'on contribue à optimiser grâce à ces outils. Mmh. Je reviens sur PepsiCo parce que les chiffres que j'ai vus sont quand même assez faramineux. J'imaginais pas que ça puisse avoir ces incidences-là. 90 des problèmes potentiels identifiés avant la construction physique de l'entrepôt, des gains de débit de 20 et des réductions de dépenses d'investissement de 10 à 15. Donc l'investissement à la base, il est important, mais le ROI, il est énorme. Non, tout à fait et je pense là maintenant avec, ces outils, hem, on est maintenant on entre dans une nouvelle ère parce que dans le passé, c'était un peu de productivité. Maintenant, avec tout ce que ces outils nous permettent de faire, c'est de disrupter entièrement des processus, hein. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec l'industrie automobile. Quand ils conçoivent des produits, ça peut durer très longtemps. Maintenant, on utilise la simulation et avec l'IA, tu peux réduire un processus de développement de semaines et de mois à quelques heures. Et aussi les tests, hein, les crash tests, par exemple, de voitures. Ils Là, sont virtuels. tu le fais ou tu fais juste une très Ouais. petite, des tout petits essais à la fin. Donc ça a un impact énorme sur tous les processus de l'entreprise et ça explique aussi les chiffres que tu as vus et qui t'ont énormément impressionné, côté Pepsi. Donc on est tout au début de l'histoire et l'objectif de Siemens est justement d'accompagner ces changements, secteur par secteur. On va passer à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, j'ai vu que Siemens propose 9 assistants IA pour la conception, la simulation et l'exploitation de systèmes afin de répondre à la pénurie de talents et limiter la perte de connaissances liée au futur départ en retraite dans un secteur. C'est l'objet de la première césure du podcast. C'est la question IA qui est générée par SIA GPT, qui est l'IA générative de pointe de SIA. Et tu l'écoutes et tu réponds après. La question t'est posée par une voix artificielle. Donc, tout est artificiel dans cette question. Doris. Vos nouveaux copilotes IA qui prennent la relève des travailleurs partant en retraite sont présentés comme une réponse directe à la pénurie de talents. Comment ces outils transforment-ils le rôle de l'opérateur humain sur le terrain et garantissent-ils la transmission des savoir-faire lors des départs en retraite? Y a-t-il un risque de substitution machine-homme à terme? Merci pour votre réponse. C'est évidemment une question très importante parce qu'il y a aussi beaucoup de peur, de crainte autour de tous ces outils-là. Et ce qui est clair, c'est que l'IA va transformer le monde du travail. Il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres vont émerger. Mais l'IA permet aussi de valoriser davantage le travail de certains. Et là, nous, on pense beaucoup aux opérateurs qui travaillent dans nos usines, aux machines. On a quand même une répartition du travail assez importante. Il y a les opérateurs d'un côté, et les ingénieurs qui programment les automates, par exemple. Est-ce que, l'IA va nous permettre ces copilotes, ça va permettre aux opérateurs de machines qui n'ont pas forcément les formations d'ingénieurs ou autres, d'interagir avec les machines dans leur langue naturelle. Normalement, pour, programmer, par exemple, un panneau, il fallait un ingénieur, il fallait maîtriser le codage et là, c'est l'opérateur qui lui-même peut interagir directement avec la machine. Donc ça va aussi faciliter le tra qui il y a quelqu'un qui part en retraite, quelqu'un reprend, l'IA a toute l'historique des choses, il peut tout de suite aider une nouvelle personne qui n'a pas l'expérience. Parce que souvent, c'est la mémoire, hein, parce que les choses étaient mal documentées, cette personne va pouvoir s'approprier et très rapidement ces outils. Donc l'IA
est un véritable copilote, véritablement un copilote, dans plusieurs domaines de l'entreprise et nous pensons que ça a vraiment aidé à remédier à cette pénurie de ressources que nous avons dans le domaine industriel. Heu, i le gros sujet, c'est quand même la démographie et la pyramide des âges. On ne le voit pas encore aujourd'hui, mais soyons contents que ces outils existent pour pouvoir continuer à aider ceux qui sont encore sur le champ de et ça valorise aussi le travail et si on veut attirer les jeunes vers l'industrie, je p voilà, le fait de pouvoir travailler avec des outils digitaux, ben, Qui sont dans leur quotidien, exactement, privé. exactement et je pense ça va aussi ou j'espère que ça va aussi rendre l'industrie plus attractive, pour ces jeunes. Et ça, c'est quelque chose que vous déployez déjà, ces 9 assistants IA? Parce qu'on n'entend pas souvent parler de l'usage de l'IA pour en termes de remplacement de compétences perdues ou de savoir-faire qui pourraient, disparaître. Là, on est vraiment sur une substitution, mais c'est pas sur une substitution parce que l'IA remplace l'homme, c'est parce qu'elle comble un besoin. Absolument, c'est ça. Bon et on est en train de le déployer partout auprès de nos clients existants, quoi. Là, le premier déploiement, on l'a fait avec Schaeffler qui est un producteur, un fournisseur de l'industrie automobile et avec qui nous avons testé tout ça et maintenant on le déploie un peu partout. Alors, tu disais un petit peu plus tôt, dans l'épisode, les entreprises aujourd'hui n'utilisent que 20 des données dont elles disposent et c'est ce qui limite en partie, leur performance. Votre promesse, la promesse de Siemens, c'est d'aller plus loin que ces 20 en exploitant notamment pour les grandes filières comme l'auto, l'aéronautique ou la pharmacie, des données scientifiques et industrielles. Par données scientifiques et industrielles, je pense à des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore incluses, comme les données 3D, les dessins techniques, les diagrammes complexes et les séries chronologiques, afin justement d'entraîner les IA industrielles. Est-ce que là aussi, tu peux nous donner quelques exemples et du résultat de lorsqu'on intègre ces données industrielles dans le processus de production? Qu'est-ce que ça peut avoir comme ROI? Moi, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à comprendre. Alors l'exemple que j'ai donné sur les crash tests des voitures, c'est un des exemples que nous avons vraiment testé avec des clients, dans l'automobile où on a dit: «On utilise l'IA, les jumeaux numériques, on intègre toutes ces données, les plans 3D, les manuels, toutes les données que tu peux imaginer pour après voir». On a en effet réussi à réduire le temps de simulation, d'optimisation de la, structure, par exemple, d'une voiture de quelques semaines à plusieurs heures, en y intégrant aussi les tests, pour voir si, ça tient la route, en fait. Donc ça, pour nous, c'est un exemple très concret et en fait, il y a aussi une très grande différence d'un secteur, à l'autre. Pour nous, l'automobile est quand même le secteur qui est le plus automatisé, digitalisé, donc on le fait avec pas mal de clients dans ce sens-là. On a fait un autre partenariat, avec les constructeurs de machines-outils. Parce que en fait, afin de pouvoir nourrir ces modèles, il faut, comme je l'ai dit auparavant, avoir accès à des données et donc les données sont des données de nos clients et donc notre objectif, c'est de créer des Industrial Foundational Model, donc un modèle, un LLM qui parle le langage de l'industrie et en faisant Entraîner avec les données industrielles des clients. exactement et donc l'idée, c'est de créer un espace, un partenariat où on partage ces données de façon sécurisée afin que tout le monde après puisse en profiter. Mais tout Bah, ça c'est la logique du développement d'un LLM public, enfin grand public, au monde industriel. exactement et là, bien sûr, les enjeux sont importants parce que chacun, voilà, a quand même aussi ses enjeux de Évidemment, compétitivité et tout et de ça. sécurisation et Sécurisation, mais il y a des façons de sécuriser tout ça et notre objectif, c'est de faire ça avec dans les différents secteurs industriels. On a commencé donc avec les constructeurs de machines. On est en train de tester de façon individuelle avec certains constructeurs automobiles et notre objectif, c'est de l'étendre à d'autres, secteurs. Mais ça nous semble vraiment la nécessité absolue et ce qui est actuellement problématique, c'est que la réglementation européenne n'est pas très favorable à ça. Elle est actuellement à Bruxelles, on discute l'omnibus digital avec le AI Act, le Data Act. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les données industrielles doivent être traitées de la même manière que les données personnelles, tes données de santé et autres. Et ça, c'est problématique parce que si nous voulons aussi en Europe assurer que nous puissions garder ou regagner une certaine compétitivité, il faut que nous puissions créer ces modèles IA
Que les qui autres zones dans le monde font, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réglementations exactement. ou régulations sur le la privacy des data ou autre. Exactement. Après, nous avons la chance, parce que l'Europe, c'est quand même un continent industriel avec une base industrielle absolument formidable. Pour ça, je reviens au début, il faut avoir accès à ces données, il faut les structurer et après, il faut que nous puissions les partager de manière, sécurisée. Alors, on vient de parler des données et on sait que si la compétitivité des entreprises industrielles dépend de cette capacité à exploiter les données en temps réel, elle dépend aussi de la résilience des réseaux, de la qualité de la connectivité et pour beaucoup, de l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet, sachant que le bâtiment représente aujourd'hui 25 des émissions de CO2 en France et 40, ça je l'ai appris, de la consommation énergétique? On aime toujours dire que l'industrie est un peu le cœur de l'économie et les infrastructures sont ses artères. Donc chez Siemens, essaie de travailler sur les Les 2. 2. Et donc tu as mentionné, bon, il y a à la fois les réseaux électriques et de l'autre côté, il y a tout ce qui est bâtimentaire. Alors, les réseaux électriques, c'est absolument fondamental. Donc il y a une grande envie d'électrifier davantage les usages. La réalité est que, malgré ce qu'on pourrait penser que, en fait, la consommation d'électricité les 20 dernières années n'a pas augmenté. Parce qu'il y avait les effets positifs des mesures d'efficacité, il y a en général, l'économie va pas très bien, c'est stable, mais ça va remonter parce qu'avec les data centers, ils vont Il y a consommer une de demande l'énergie, énergétique qui est demande croissante. énergétique qui est croissante et on espère aussi que l'industrie va regagner en élan. Donc l'électrification, de nos infrastructures est absolument cruciale. Je donne un exemple parce que là, on voit encore une fois l'enjeu derrière tout ça. À Fos-sur-Mer, c'est vraiment un bassin très, dynamique où il y a plusieurs entreprises qui sont en train de s'installer. Bon, il y a ArcelorMittal qui est, mais aussi par exemple Gravity qui est une, start-up, qui est soutenue par le plan France 2030 qui va produire du fer, bas carbone pour produire de l'acier, vert. Ça va être une gigafactory, 2 milliards d'euros d'investissement, la taille de 100, terrains de foot. Ils vont produire autant de fer qu'une tour Eiffel par jour, c'est énorme. Ils ont besoin d'électricité, de beaucoup, beaucoup d'électricité et la condition, sine qua non pour pouvoir construire et aussi pour avoir les fonds, les investisseurs dans cette start-up, c'est être sûr qu'il y a, une ligne haute tension vers cette usine. Sinon tu peux pas produire. Donc l'électricité est absolument primordiale. Donc, nous, à part le fait qu'on travaille avec Gravity, on les aide avec les jumeaux numériques et tout ça. Bon, on travaille aussi avec les RTE, les Enedis de ce monde pour aider à renforcer les réseaux électriques. Par exemple, les ce qui est très important parce qu'aujourd'hui, on a une électricité plus décentralisée, on a plus d'intermittence, même si en France, on est bien loti avec le nucléaire. Mais il faut stabiliser ces réseaux. Donc on a des postes de contrôle commande numérisés. Dans le passé, c'était manuel pour, stabiliser le réseau et aussi pour pouvoir, par exemple, faire de l'intervention, et de la maintenance à distance. Donc nous, on travaille sur tout ce qui est réseau intelligent et postes de moyenne tension. Donc ça, c'est pour nous un domaine, Oui, c'est ce que très vous c'est ce que important. vous appelez, la sécurisation des infrastructures critiques industrielles et électriques. Absolument, c'est ce domaine-là. Et il y a d'autres choses. Il n'y a pas que la sécurisation des réseaux électriques, c'est aussi de la surveillance, de la vidéosurveillance, des accès sécurisés à des gares, des sécurités incendie, de la cybersécurité. C'est plus large que la seule vérification du réseau Ah oui, mais électrique. ça, c'est vraiment réseau électrique, hein. Ça, c'est un domaine très spécifique. Après, c'est la question de la résilience. Peut-être on y reviendra. Après, tu as mentionné les bâtiments. C'est un levier énorme en termes d'efficacité énergétique et ce qui est très important à comprendre, si on veut atteindre, la neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif de l'Europe et de la France, 90 des bâtiments qu'on aura en 2050 existent déjà. Donc ça veut dire, c'est pas les nouveaux Ouais, il bâtiments, faut les voilà. transformer, Il il faut faut il les faut adapter. il faut vraiment adapter les bâtiments existants et aujourd'hui, seulement et c'est vraiment un chiffre important à avoir en tête, seulement 15 des bâtiments ont une gestion technique du bâtiment moderne. Alors c'est quoi une gestion technique du bâtiment? En fait, C'est c'est le GTB. GTB, gestion technique. En fait, c'est un système, qui te permet de piloter. C'est pas comme, tu sais, tu as un switch, j'allume la lumière, je l'éteins. C'est pas ça, c'est en fait
C'est C'est comme un un thermostat de c'est radiateur? ouais, c'est un automate, c'est en fait un système, un automate complexe qui te permet de piloter les différentes le chauffage, la climatisation, les éclairages, le volet, tout ce qui est dans le bâtiment, donc la gestion cette GTB permet de te Mais c'est pas piloter. que de la programmation, c'est du pilotage intelligent. C'est du pilotage intelligent, c'est du pilotage donc seulement 15% ont une telle, GTP, je parle maintenant du côté tertiaire et seulement la moitié est utilisée proprement parce que tu peux c'est comme ton téléphone, hein, et si tu utilises pas les bonnes fonctionnalités, ça sert à rien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est après d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire d'un bâtiment smart un bâtiment autonome. Et ça, c'est sur ce que nous travaillons actuellement avec une plateforme qui s'appelle BuildingX. C'est aussi comme un téléphone avec un App Store où tu as énormément d'applications pour mesurer et piloter, optimiser ta consommation énergétique, la sustainability, les essais. Donc, en fait, mesures, comme dans l'industrie, les données réelles et après ces données réelles vont te permettre d'ajuster la GTP, les automates. Donc c'est un système auto-apprenant et c'est ce que nous sommes en train de tester, et de déployer auprès de nos clients. Et là, on fait ça dans les bâtiments tertiaires, mais aussi dans grandes infrastructures comme les aéroports ou Justement, autres domaines. on va y venir, parce que tu disais effectivement que seuls 15% des bâtiments étaient équipés d'une gestion technique du bâtiment, alors qu'on sait qu'un pilotage intelligent permet déjà de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Donc ça veut dire que la finalité, elle est là, elle est à portée de main à partir du moment où on arrive à transformer ces 90% de bâtiments qui existent, qui n'ont pas aujourd'hui de gestion intelligente. Tu parlais de Gravity pour la production d'hydrogène. L'hydrogène, c'est une solution crédible pour décarboner les usages industriels? Alors, c'est, à mon sens, absolument une technologie crédible qui, il y avait, enfin, beaucoup d'euphorie autour de ce sujet. Je pense là, on est dans une période de consolidation, du marché, mais c'est une technologie qui va rester absolument pertinente, notamment, je pense, dans les usages industriels. C'est pour ça que nous croyons beaucoup en ce projet de Gravity, mais aussi de Fortigy, où Siemens, via Siemens Financial Services, est aussi investisseur parce que c'est la production d'engrais verts et si on regarde la situation géopolitique aujourd'hui, c'est un autre exemple d'une certaine autonomie, souveraineté pour des produits comme les engrais. Et si nous arrivons à les produire de manière décarbonée, je dirais tant mieux. Sujet justement de la transition écolo. Vous avez des objectifs et des engagements de réduction des gaz à effet de serre très ambitieux. Quels sont-ils et comment comptez-vous les atteindre? Alors, Siemens, a à la fois des objectifs d'accompagner ses clients dans leur décarbonation et on a fait l'analyse avec tout notre portfolio et aujourd'hui, nous pouvons dire que 90 de notre portfolio a un impact positif sur les ambitions de décarbonation de nos clients. Efficacité énergétique, conception de produits et ainsi de suite. Et après, on a nos objectifs internes. C'est l'objectif d'avoir une flotte d'automobiles. C'est quoi, c'est 2030? C'est ça, ouais. Et on a, sur notre site de Haguenau, qui est notre plus grand site industriel, hein, 800 personnes, et qui a réussi à réduire, ses émissions de 95 en 3 ans. Électricité 100 vert et qui fait beaucoup dans le domaine aussi de la biodiversité. Et l'autre sujet, c'est aussi, zéro déchet landfill. Là, par exemple, le verre, toi, ici, on travaille avec Aon. Je sais pas si Mmh. un nom, Aon, c'est une start-up française qui a un appareil qui permet pour éviter les gobelets jetables, c'est comme un lave-vaisselle individuel d'un verre qui utilise très, très, très peu d'eau. Et nous, on l'a installé, utilise ça sur tous nos sites, parisiens. Et avec ça, on a évité, 200 000 gobelets, par an et à peu près 4 000 baignoires d'eau, parce que j'ai essayé de faire la réforme. Donc c'est une mesure très, très concrète, qu'on essaie d'implémenter et si, on prend le chiffre de Siemens dans sa globalité, on a fait le calcul, on a évité des émissions de, CO2 l'équivalent des émissions de l'Allemagne sur un an. Au niveau mondial? Ouais, donc on peut vous croire quand vous avez des objectifs qui sont quand même très ambitieux, de baisse notamment des émissions de scope 1 et 2 de 90 entre 2022 et 2030 et 30 pour le scope 3 entre 2024 et 2030. On arrive à la deuxième césure, de l'épisode. C'est la question posée par Arnaud Aimé, qui est le directeur général de SIA en France. On l'écoute et tu lui réponds dans la foulée. Bonjour Doris. Ma question, elle porte sur l'activité mobilité de Siemens.
On le sait peu ou pas du tout, mais c'est Siemens qui a été, l'industriel qui a permis d'automatiser les lignes 1, 4 et 14 du métro parisien et qui va bientôt fournir le système d'automatisation et d'exploitation de la ligne 13. Heu, 1 question, quelle part représente cette activité? Et notamment la vente de solutions et de services de type, automatisme ferroviaire, CBTC ou de matériel roulant et de métro automatique? Et puis 2e question, comment s'intègre-t-elle plus globalement cette activité mobilité dans votre stratégie de sécurisation, des infrastructures critiques industrielles et électriques? Merci pour tes réponses. Je suis pas surprise par la question d'Arnaud parce que c'est son domaine d'expertise qu'il maîtrise, parfaitement. Non, non, Arnaud, tu as tout à fait raison. En fait, c'est une activité comme Siemens Industrie, Infrastructure, Mobilité. La mobilité pour Siemens, c'est à peu près 15 de l'activité globale. Une activité, on fait à la fois le rolling stock, donc les trains et en France, là où nous sommes leaders, c'est sur toute la partie des infrastructures et l'automatisation. Nous avons le centre de compétences mondial des métros automatiques est en France, est à Châtillon, avec, des experts dans le domaine d'automatisation, de cybersécurité. Donc on exporte ça, dans le monde entier, nous sommes très fiers de ça. Nous sommes très fiers que grâce à l'automatisation de la ligne 14, on a aussi contribué à rendre, les transports fluides pendant les JO. Et c'est pas que ça, comme Arnaud l'a dit, on accompagne aussi dans tous les domaines, je dirais, de sécurisation des gares. On a de la vidéosurveillance aussi aidée par l'intelligence artificielle, le contrôle d'accès. Donc c'est Et vraiment ça, un vous allez gagner les contrats pour les futurs métros 15, 16, 17. c'est là exactement, pour, là, on fait toute cette partie de sécurisation des infrastructures et une chose dont nous sommes très fiers, c'est chez Siemens, en interne, il y a un événement qui s'appelle les Werner von Siemens Awards. C'est un peu comme les Oscars, hein, de Siemens et on a candidaté, avec ce projet du Grand Paris Express et en fait, de la digitalisation du métro parisien et on a gagné, hein. Donc on a eu les Oscars pour ce projet. Donc c'est une grande fierté aussi pour nos clients et ça montre quand même la capacité de créer de l'impact. Je voudrais qu'on fasse un point sur l'industrie allemande, qui t'est Oui. chère, qui est en crise depuis 3 ans et est-ce que pour toi, elle va bientôt sortir de son marasme? Et comment Siemens, quelle part Siemens peut jouer dans ce rétablissement de l'industrie allemande? Siemens est bien évidemment un très grand acteur, en Allemagne et encore plus présent, qu'en France, je dirais, dans l'industrie et les infrastructures allemandes. L'industrie allemande souffre toujours et a beaucoup souffert, notamment dans des domaines qui sont très exposés à l'export. Si nous prenons, l'industrie L'automobile, le chimier, automobile, la l'acier et cetera. chimie, c'est absolument, flagrant. Je dis souvent, en fait, en France, ça va pas bien non plus, mais tu vois, l'Allemagne était tellement haut et là, voilà, quand tu regardes la pente, elle est elle est plus raide et voilà et je pense c'est ce qui a vraiment, provoqué un gros choc, en Allemagne et l'Allemagne a par contre l'avantage de pouvoir réinjecter aussi de l'argent dans ses infrastructures et Et dans parce qu'elle son a des finances industrie. publiques qui sont Ouais, saines. exactement, parce que même s'il y a aussi des débats en Allemagne, mais ils jouent à un autre niveau, je t'assure. Donc l'Allemagne a décidé, pour tout ce qui est pour, redynamiser son économie en général, a décidé d'investir 500 milliards d'euros dans ses infrastructures parce que et ça, c'est aussi quelque chose, qu'on ne sait pas forcément toujours en France, on a quand même de très bonnes infrastructures en France par rapport à l'Allemagne où il y a des choses qui sont beaucoup plus vétustes, les autoroutes, les trains qui sont pas à l'heure et tout ça. Donc l'Allemagne veut réinvestir dans tout ça et pour tout ce qui est compétitivité de l'industrie, je dirais que ce sont à peu près les mêmes enjeux que nous avons ici. C'est, alléger les réglementations. La fiscalité, elle est meilleure qu'en France, mais il y a quand même encore certains aspects qu'on doit retravailler et de rebooster, l'économie, locale. L'Allemagne fait partie de l'Europe et justement, l'Europe t'est chère et c'est l'objet de la 3e césure de l'épisode et la question, qui t'est posée par un Européen convaincu, un citoyen européen. C'est l'Espagnol Enrique Martinez Ballesteros, le DG de Fnac Darty, qui est le précédent invité, du podcast. Donc il te pose la question et tu lui réponds dans la foulée.
Bon, Doris, bon courage pour ton podcast et j'ai beaucoup de plaisir pour les miens aujourd'hui. Mais je voulais te laisser une question. On est évidemment très admirative de ton parcours et de ta société. Ma question pour toi, c'est dans ces mondes des plateformes, des géants, des empires, comment un groupe comme les tiens, comme les vôtres, il peut jouer un rôle important sur la construction de l'identité européenne et faire émerger des champions de l'industrie pour être la référence des prochaines 50 ans. Ouah, c'est un postulat fort. En fait, je pense que c'est un peu le résumé de ce qu'on se vient de dire tout à l'heure. Siemens a accompagné toutes les révolutions industrielles depuis son existence. Notre objectif, c'est de continuer à le faire et être un peu un catalyseur de cette nécessité de partager les données dans la mesure du possible, de créer des modèles autour de drivés et soutenus par l'intelligence artificielle qui vont permettre à l'industrie européenne de redevenir compétitif et faire ça dans un écosystème. Parce que le temps où tout le monde fait son travail dans son coin, ça marche plus. Nous croyons forme vraiment aux alliances, en collaboration. On est et peut-être pas des alliances style tu vois, coopération ou c'est vraiment un écosystème très ouvert pour créer un cercle vertueux et Siemens est probablement une des entreprises industrielles en Europe qui a la capacité de le faire, mais certainement pas tout seul. Et dans des domaines nouveaux, parce qu'on peut pas être, on peut pas créer aujourd'hui des champions européens dans tous les domaines. Et toi, tu plaides pour certains secteurs en particulier. J'ai lu que, qu'on était capable, on serait capable si on de monter des projets européens pouvant rivaliser avec les États-Unis dans le cloud, dans les gigafactories d'IA, on en a parlé, ou même dans les modales de langage industriel. Je pense le domaine où nous pouvons vraiment être encore, je dis pionniers, c'est sur ces questions de l'IA industrielle. Justement parce que nous avons une base industrielle très forte en Europe. Puisque si nous arrivions à structurer nos données correctement, nous pouvons créer des LLM qui vont parler le langage de l'industrie et que nous pouvons après utiliser pour gagner en compétitivité afin de rivaliser avec les autres pays. Moi, je pense que c'est le domaine sur lequel nous devons miser et c'est vraiment l'IA physique, hein. Parce que là, c'est tout. Donc c'est plus un moyen finalement qu'une entreprise en particulier. C'est plus un Oui, secteur que, oui, une finalité. absolument. Je pense que c'est vraiment ça et là où je sais pas, ce matin, on a vu Jeff Bezos annoncer qu'il veut lever 100 milliards d'euros pour acheter des boîtes industrielles et de les automatiser grâce à l'IA. Là, on voit que, les GAFA se sont aperçus que je dirais le digital, seul, Oui, c'est c'est un moyen qui c'est un doit c'est moyen, un mais moyen. après c'est le monde physique, hein. C'est vraiment le monde physique et ça, ceux qui, sont les propriétaires du monde physique doivent en fait faire un programme de fitness afin de pouvoir, continuer à être compétitifs. On l'a vu tout à l'heure avec les assistants IA pour répondre à la problématique de la pénurie de talent, mais la question des compétences de l'industrie aujourd'hui est cruciale. C'est un sujet sur lequel Siemens est très engagé, et notamment celui de la féminisation de la filière. Il n'y a que 30% de femmes dans l'industrie, et Siemens multiplie les initiatives et projets pour que ça change. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais qu'à titre personnel, tu es très engagé sur ce sujet. En effet, moi je suis convaincue en général qu'une entreprise doit être, le reflet de la société, surtout pour une entreprise comme Siemens qui travaille dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est un levier de créativité, de performance et les femmes sont sous-représentées comme tu l'as dit, notamment dans les métiers, techniques, et scientifiques. Donc notre conviction c'est voilà, il faut commencer à travailler sur le sujet dès le plus jeune âge, hein, à l'école maternelle si tu veux, déjà enlever les biais, voilà, certains métiers sont que pour les garçons et tout ça, il faut l'arrêter. Il faut continuer à l'école primaire et moi ce que j'ai constaté, c'est les filles jusqu'à la puberté, elles sont très ouvertes à ces sujets, tout d'un coup ça change. Donc il faut trouver des solutions adaptées de sensibilisation, d'information. On les invite à des salons par exemple et après, en termes de recrutement, il faut faire des recrutements qui ne sont pas biaisés. Nous avons un outil spécifique quand lançons une campagne ou un poste, nous ouvrons un poste. Nous formulons nos demandes de manière à ce que ça ne décourage pas une fille. Et ça va encore au-delà de ça, parce qu'il y a certains prérogatives aux demandes attirent plutôt les garçons que les filles. Et après, en termes de développement au sein de l'entreprise, faire
Aussi, s'assurer qu'il y a toujours une femme dans la shortlist des candidates et tout ça. Donc on travaille là-dessus, avec des partenaires et ça commence à porter des fruits. Je par exemple définis comme objectif pour nos campagnes d'alternance, je veux avoir 50 de filles. On était à 20. L'année dernière, on était à 40 et donc ça montre que ça marche. Tout le monde Ça dans montre que quand on fait de l'entreprise la pédagogie et qu'on explique, on est capable d'attirer plus. exactement, joue le jeu mais après il faut que dans les écoles, il y a plus de filles, tout ça. Donc c'est vraiment, encore une fois, un travail, un écosystémique et un travail de longue haleine, mais il ne faut pas abandonner et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, lors de les célébrations de nos 175 ans, on voulait créer un programme un peu spécial et donc on a, avec la fondation Siemens, on a décidé de créer un programme de bourse, qui s'appelle STEM Pulse, que nous faisons ensemble avec la Puissance du Lab, avec Elisabeth Moreno et c'est une super collaboration parce qu'on s'est dit, voilà, bien sûr, ces travaux de sensibilisation d'un grand public, c'est important, mais je voulais aussi le personnaliser un peu plus et là, on a ce programme de bourse, 175 000 € bon, sur 3 ans et on a fait, la sélection de la première promo. En mois de mars, c'était génial, c'était une de mes meilleures journées de la parce que tu rencontres des femmes, mais absolument incroyables, qui n'ont pas des parcours faciles parfois, mais qui ont une vision, une ambition, une volonté d'utiliser, voilà, leur expertise, qui font des études dans les STEM ou qui travaillent en tant qu'entrepreneurs. Mais ce qui leur manque, c'est un petit coup de pouce, l'argent. Et il y a une jeune femme, ingénieure qui, dans son petit village à côté de Saint-Étienne veut, créer une usine pour, en fait, faire de l'économie circulaire, recycler des t-shirts et après faire des tissus avec. Une autre qui senior qu'on considérait déjà fin de carrière, qui est une scientifique et qui veut maintenant, voilà, mettre sur le marché un produit sur lequel elle a fait de la recherche. Une autre qui veut faire de l'aéronautique, durable. Donc on a eu des profils incroyables et nous sommes très contentes de pouvoir accompagner, ces femmes, maintenant sur, 3 ou 4 ans. Tu disais, il y a pas tu veux que l'entreprise ressemble à la société et donc il y a pas que la question des femmes, il y a aussi la question de l'insertion des personnes en situation de handicap, des jeunes des quartiers difficiles pour lesquels, Siemens fait aussi figure de pionnier. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ces 2 actions et handicap? Et là, je pense notamment au centre Être Handicap de Siemens et sur les jeunes des quartiers en difficulté. Donc le centre Être et handicap est ici, bon, nous on se voit ici sur notre siège, il est à 10 mètres d'ici. C'est des personnes qui sont en situation de handicap psychique et ça, c'est quelque chose qui est assez Schizophrénie, autisme, bipolarité, c'est ça, burn-out, dépression. exact. Donc c'est des cas complexes qui nécessitent un environnement protégé et nous travaillons donc avec des organismes, avec des personnes, qualifiées, ces personnes ils sont, intégrés entièrement dans notre entreprise. Ils font des travaux de très forte valeur ajoutée parce que ce sont des personnes avec des capacités parfois extraordinaires. Donc ils travaillent sur les notes de frais, sur, l'utilisation de nos outils internes. Donc c'est vraiment des prestataires de services, hein, qui sont au service de l'entreprise et ça leur permet vraiment de s'insérer après, dans le monde du travail. On a aussi, sur notre site Haguenau, qui est un site, qui est un des pionniers de la mécatronique, en Alsace. On a aussi intégré une cellule de personnes en handicap, plutôt, mental et là, ils travaillent aussi, font du travail manuel simple et entourés et ces personnes-là, ils font partie intégrale de l'entreprise et ils enrichissent vraiment, notre fonctionnement. Donc ça, c'est pour nous un sujet, très important. Et tu dis que c'est même que ça a changé, ça a transformé l'entreprise, ça fédère les équipes et ça a fait tomber un certain nombre de peurs. C'est-à-dire que même l'entreprise a appris des choses Ah, en intégrant ces absolument. gens qui étaient différents. Ah oui, non, mais on apprend énormément, hein. Je trouve que c'est très, très enrichissant pour tout le monde. Et le deuxième point, c'était les quartiers en fait, les jeunes issus des quartiers, prioritaires, dans nos campagnes d'apprentissage, l'année dernière, on avait 40 de jeunes qui, issus de ces quartiers et on organise par exemple avec, la région, Île-de-France, le Hub de l'alternance, avec Valérie Pécresse encore on l'a inauguré, donc on organise ça, on embarque d'autres entreprises qui proposent des postes d'alternance. Et il y a des centaines de jeunes qui viennent, on le fait au conseil régional, qui viennent et découvrent les métiers
Et bon, ça, c'est notre, je dirais, notre façon de contribuer à vraiment attirer les jeunes vers ces métiers, et de les aider à s'approcher du monde du travail. Tu le dis, ça je voudrais quand même insister là-dessus. Dans 20 ans, toutes les usines seront numérisées. Tous les métiers de l'industrie auront une part numérique, y compris pour les opérationnels qui pourront l'utiliser pour faciliter leur travail, notamment les opérateurs de machines qui interagiront en langage naturel pour prédire les pannes. Comment on arrive à faire comprendre que l'industrie aujourd'hui, c'est plus sale, c'est de la tech, ce sont des salles blanches, c'est quelque chose qui permet de très technologique. Comment on arrive à faire passer ce message-là? Alors à mon sens, il faut voir, pour croire. Donc ce que je trouve très bien pour les jeunes, c'est les stages de découverte, hein, de 3e, de 2e. Nous ouvrons nos usines et nos sites, aux jeunes. Et On ça marche, ils viennent? Ils viennent et ça intéresse et je pense c'est vraiment ce qui change la donne fondamentalement. Mais à mon sens, il suffit pas seulement de faire venir les jeunes, faut aussi faire venir les Parents? parents qui connaissent pas non plus, les profs qui p souvent ne connaissent pas non plus. Pour ça, on investit Ah moi j'ai aussi. l'impression que ça fait 20 ans qu'on entend ça. Ouais, mais moi, je trouve avec ces stages, c'est déjà un début. Après, il y a aussi, il y a quand même les fédérations, ils font beaucoup d'efforts et on avait discuté aussi avec Nicolas Dufour de faire une série Netflix pour les héros de l'industrie. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens et qu'on essaie de soutenir. Mais voilà, il faut faire comprendre que l'industrie, voilà, c'est vraiment, un peu ce que j'ai dit sur Siemens au début. Sans ça, on ne pourrait pas vivre notre vie, comme aujourd'hui, hein. On n'aurait pas de téléphone, on n'aurait pas de médicaments, on ne mangerait pas de chocolat, on n'aurait rien. Alors on est à 1 an de la présidentielle 2027, et on a introduit le mois dernier dans le podcast la question présidentielle 2027, qui va être posée par une voix numérique, artificielle et tu l'écoutes et tu lui réponds après. Ma chère Doris, si tu as un seul conseil à donner aux candidats à la présidentielle de 2027 sur la thématique de la transformation des entreprises dans France, quel serait-il? Merci pour ta réponse. Bon, au lieu de donner un conseil, plutôt formuler des souhaits. Il faut continuer à baisser, la charge, fiscale, les taxes et tout ça parce qu'il faut rester, pour les entreprises, il faut rester compétitif, hein, c'est tout simple, hein. 2e sujet, c'est vraiment la réglementation, qui, à la fois bien sûr est européenne, mais la France est souvent le champion de transposer donc il faut vraiment arrêter de réguler et de surtransposer, ce qui est déjà compliqué, et surtout de donner une certaine stabilité. Parce que si tu as un projet d'investissement en cours de route et les règles changent 3 fois, c'est absolument mortel. Et le 3e sujet, c'est le sujet dont on vient de parler, là tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre, la chance que l'IA, si elle est bien appliquée, heu, la possibilité qu'il y a pour rendre la compétitivité ou l'économie plus compétitive dans tous les domaines. Donc il faut créer un cadre qui permet de la déployer de façon, hem, bien sûr encadrée, mais il faut pas, faire en sorte que l'encadrement étouffe toute innovation. On arrive au terme du podcast avec le portrait chinois, pro, auquel il te faut répondre du tac au tac sans réfléchir. Alors si tu sèches, tu peux passer, mais tu ne peux pas appeler un ami ou demander le 50-50 du public. Quelle est ta devise professionnelle? Un anglicisme. Love it, change it or leave it. Ah oui, c'est pas mal. Ton geste écolo au quotidien pour réduire ton empreinte carbone? Alors j'aime vraiment trier les déchets. Je suis très méticuleuse. Ça, c'est ton côté très allemand. Peut-être. En IA, tu es plutôt, ChatGPT, Gemini, le chat, Claude ou Perplexity? Siemens GTP, Ah ouais, ouais. donc votre On votre a corps notre GPT. ouais. Le métier que tu voulais exercer quand tu étais petite? Écoute, quand j'étais toute petite, dentiste et après interior design. La qualité première d'un CIO en ce premier semestre 2026? Résilience. La personne, réelle ou fictive, qui t'inspire tous les jours? C'est pas une personne spécifique, ce sont toutes les personnes qui vivent dans des zones de guerre ou de difficultés majeures et qui tous les jours se lèvent avec de l'optimisme pour quand même se battre pour un meilleur monde. Tu préfères la France ou l'Allemagne?
Ah, alors, les 2, hein. Moi, je suis Je européenne et m'en doutais. ah oui, non, mais vraiment les 2. En musique, tu es plutôt Opéra Garnier ou Accor Arena? Ah, Coralina. L'endroit en France ou dans le monde où tu aimes décompresser? J'aime les forêts partout dans le monde. Et un objet fétiche sur ton bureau ou que tu as toujours sur toi? C'est mon sac à main. Merci beaucoup Doris, on est arrivé au terme de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de conclusion, une dernière pensée à partager en réponse à une question que je ne t'ai pas posée? Écoute, déjà super, c'est la première fois, merci pour l'invitation, j'adore ça parce qu'on a les questions que toi tu poses, ça permet aussi de se remettre en question, de réfléchir à la façon dans laquelle l'entreprise pour laquelle on travaille, dans quelle mesure cette entreprise, contribue à créer un impact positif, et donc merci pour ça. C'était un exercice, très enrichissant pour moi et j'espère que ça aussi va aussi intéresser ceux qui vont écouter ce podcast. Ah, j'en doute pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'Hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qu'il diffuse, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, etc., pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité sera, au mois de mai, Bruno Vaffier, le DG de Cégide.